Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne Mosaïque, la chaîne du sens de l'information. On poursuit notre série d'entretiens sur la guerre et sur les bouleversements en cours, à la fois au Proche-Orient, mais également, comme on le voit dans le monde entier. On est en compagnie aujourd'hui d'un penseur majeur du judaïsme et de la judéité, le philosophe Shmuel Trigano. Bonjour Shmuel Trigano. Bonjour. Merci beaucoup d'accepter cette invitation. Vous avez passé une bonne partie de votre vie de chercheur, d'intellectuel à scruter les possibilités de l'existence juive dans le monde contemporain. Quel est aujourd'hui votre état d'esprit? Euh, L'accablement tout d'abord, parce qu'en fait, le coup qui a été porté à Israël est bien plus qu'un coup politique ou militaire. Il y a une dimension métaphysique dans ce qui s'est passé. Les ennemis d'Israël ont visé en lui sa dimension humaine, son identité humaine. Un événement qui ne s'était pas réellement produit depuis la Deuxième Guerre mondiale et la Shoah. Et donc, c'est un conflit plus que politique, je dirais. Il est évidemment politique, mais il est plus que politique, ce qui vous explique pourquoi les représentants des États européens et même des États-Unis d'Amérique sont venus, si on peut dire, pèleriner à Jérusalem pour témoigner de leur implication dans ce qui venait de se passer. Et donc, cet événement laissera évidemment des traces considérables parce qu'il s'est produit de plus en Israël, là où il ne devait pas se produire et là où on ne l'attendait pas. Enfin, on ne l'attendait pas, c'est selon les témoins, parce qu'en fait, nous avons vu lors du précédent conflit autour de Gaza, se produire à Lod un véritable pogrom. Un pogrom, une situation, si vous voulez, qui a éveillé en moi le souvenir de ce qui s'était passé durant la fin de l'Algérie française. Ce sentiment d'abandon, d'appel à l'aide, personne ne vient, l'armée n'est pas là, la gendarmerie n'est pas là, la foule se déchaîne dans la rue. Pour moi, c'était un tournant dans le sens négatif de ce terme. Il s'est produit ici, effectivement, de façon majeure, avec une quantité de victimes considérable, ce qui lui donne son importance. Donc voilà, Alors, c'est vous ce parlez que je vois d'événements là. métaphysiques. Peut-être qu'il faut quand même préciser qu'est-ce que vous entendez par là, qu'est-ce qu'il y a sous ce terme plus précisément. Quelque chose de plus que humain, de plus que sociologique, si vous voulez, c'est-à-dire que vous en avez une image terrifiante. Les hordes de destruction ne se sont pas contentées de tuer des juifs, mais de démembrer ces juifs, c'est-à-dire de casser leur image humaine. Et ça, c'est une dégradation insupportable, odieuse. Et on comprend la détermination d'Israël d'éradiquer le Hamas totalement. Parce qu'en fait, c'est la seule façon de réaffirmer la dimension humaine de la condition juive, pour ceux qui l'avaient oublié ou qui la dénient. Donc, c'est un défi bien plus que politique, mais qui a des retombées évidemment sur le plan politique international et national. Vous dites que c'est un événement qui va laisser des traces, je crois qu'on est tous d'accord là-dessus. Est-ce qu'on est-ce qu'on peut parler plutôt d'avènement que d'événement, c'est-à-dire que c'est le début d'une nouvelle peut-être époque, quelque chose a changé avec ces événements? Ben, ça me gêne de parler d'avènement parce que c'est plutôt une extinction. Qu'est-ce qui a échoué dans ce conflit? C'est d'abord la conception que les Juifs se faisaient d'eux-mêmes et des autres. N'oublions pas que le projet d'Israël était la normalisation des Juifs. Là, nous savons que nous ne sommes toujours pas normaux, dans la mesure où on nous inflige une condition qui dépasse même l'entendement humain. Et donc, ce qui échoue, c'est aussi les illusions d'Israël.
quant au rapport à nouer avec son environnement, car nous voyons très bien que ce dont il s'agit, ce n'est pas d'un acte politique, c'est l'acte d'une guerre de religion. Et donc cette guerre de religion est impitoyable. Ça change complètement toutes les idées de coexistence et compagnie, surtout que, si vous voulez, ça s'est produit dans la bande de Gaza, à propos de laquelle Israël était arrivé à une sorte d'entendement, ouvrir les portes pour travailler en Israël, nourrir les Gazaouites, etc., favoriser l'avènement d'un pouvoir autonome. C'était ce que caressait le gouvernement israélien pendant des années. Il s'est trompé. Il s'est trompé car on ne pouvait faire aucunement confiance en des gens qui sont animés par la guerre de religion. La guerre de religion est insensible au progrès économique, à l'égalité culturelle, juridique, etc. C'est une toute autre logique qui est à l'œuvre et que les hommes contemporains ont du mal à prendre en considération, notamment, je dirais, la gauche. La gauche s'est trompée sur toute la ligne parce qu'en fait, elle a cru arriver à un modus vivendi sur cette base-là, et en fait, ça ne compte en rien du point de vue de l'assaillant. Au contraire, il voit dans ce comportement une faiblesse qui invite à encore plus d'attaques. Et donc là, ça change beaucoup sur la conception que l'on peut se faire des choses. D'ailleurs, ce problème, en fait, il est aussi un problème européen. Parce qu'en fait, le progrès économique, le progrès social, la reconnaissance, etc., ne résistent pas devant un appel à la guerre sainte. Et je n'oublie pas que cet appel à la guerre sainte a été lancé par la faculté de théologie de Tunis, ce qu'on appelle la Zitouna. Il a été lancé par un congrès de juristes au Qatar également, et il semble devoir être lancé dans on nous annonce une réunion en Arabie Saoudite de juristes islamiques. Attendons de voir ce qui en sort. Et là, c'est une nouvelle donne complètement. Je ne suis pas sûr que le sionisme de la normalisation, qui aspirait à devenir normal, si l'on peut dire, euh, ait rencontré des partenaires de l'autre côté. Vous parlez de sionisme de la régularisation, mais il y a aussi un sionisme, on va dire, plus positif, c'est-à-dire qui précisément n'est pas uniquement vu comme un État, Israël n'est pas seulement vu comme un État refuge, mais aussi comme la possibilité d'exercer son destin particulier sur une terre, sur sa terre. Est-ce que ce sionisme-là, il est, à votre avis, affecté également? Oui, il faut retrouver la conscience de l'Israël éternel. Et si vous voulez, c'est le seul ressort dont nous disposons. Nous ne devons pas nous présenter comme quémandant la reconnaissance, quémandant l'égalité, faisant des efforts, etc. Mais il y a aussi une volonté souveraine. Et je crois qu'on a perdu ce sentiment. On l'a perdu d'ailleurs dans la vitrine que fut la crise autour de la réforme judiciaire, où on a assisté à des comportements invraisemblables, ahurissants, au regard de la longue période historique. Et donc, c'est ça qu'il faut retrouver au fin fond de nous-mêmes, qui permettra de résister à cette situation. Face à cette situation, il faut inventer, retrouver d'autres formes d'action, de constitution, d'appréhension de la réalité. Alors plus précisément, parce que cette renaissance d'un Israël éternel, vous l'avez beaucoup développé aussi, notamment dans un livre qui s'appelait Le judaïsme et l'esprit du monde, publié en 2011. Comment ça signifie quoi? Si vous pouvez nous donner peut-être quelques précisions sur comment déployer ce concept. Bon, j'écris actuellement sur ce sujet, justement. Il y a d'abord une dimension culturelle. Nous n'avons pas intégré l'héritage de l'énorme histoire du peuple juif. Il n'y a qu'à voir la situation des cours d'histoire
de l'éducation nationale israélienne. C'est-à-dire? Aucune cohérence. Ouais. Ben, on s'est acharné, les historiens professionnels se sont acharnés à détruire le récit du peuple juif, à le détruire. Il n'a pas été remplacé, c'est-à-dire qu'il n'y a plus aucune cohérence. L'étudiant qui sort de cette formation ne sait pas, ne comprend pas ce qui se passe, pourquoi on l'attaque, qu'est-ce qu'il doit faire, etc. Dans la mesure où on ne lui a pas transmis les clés de la cohérence. Par cohérence, j'entends certainement pas, et les gens me connaissent à ce niveau-là, un monolithisme, mais au contraire une clé qui structure l'ensemble dans sa diversité, sa contradiction interne. Et donc, il y a un problème culturel, un problème d'éducation, un problème de conception. Citez-moi une grande pensée israélienne. J'en vois pas. Hmm. Je vois des gens respectables, des penseurs, des universitaires, etc. Mais où avons-nous une voix de ce type-là? C'est pas normal que la résurgence d'Israël n'ait pas donné naissance à une voix pareille. Elle n'a peut-être pas sa place, encore, pas encore. C'est ce que je crois. Mais si vous voulez, là, ce dont je vous parle, c'est tout le champ de mon existence et de ce que j'ai écrit, de la découverte de cette dimension, de comprendre ce qui s'est passé, ce qui se passe, comment en sortir, que faire, sans reconnaître, tout en reconnaissant le progrès que représente cette déception et cette question. Donc, si vous voulez, face à une attaque métaphysique, si j'ose dire, entre guillemets, il n'y a que une réponse qui s'adosse à une dimension pareille qui peut faire face. Et ça, pour l'instant, nous ne l'avons pas encore. J'espère que nous la retrouverons. Alors, effectivement, on comprend qu'il s'agit de réagir finalement au même niveau, ou du moins de se hisser au niveau de l'histoire aujourd'hui. Cela dit, concrètement, est-ce que cet Israël éternel peut revenir? Est-ce qu'il s'agit de la Torah ou est-ce qu'il s'agit d'autre chose en plus? Shmuel Trigano, est-ce que vous pouvez nous donner quelques éléments qui permettraient peut-être d'entamer ce processus aussi, parce que c'est un processus qui doit être une maturation dans les esprits également. Oui. Donc, je ne voudrais pas vous renvoyer à mon prochain livre à venir, si Dieu me prête vie. Euh, oui, il y a toute une dimension à reconquérir à ce niveau-là. Il y a une dimension culturelle, intellectuelle, philosophique qui est fondamentale. C'est un changement d'intention qui est à l'œuvre, qui doit être à l'œuvre à ce niveau-là. Et donc, alors, ce que je dis là, si vous voulez, évidemment, s'appuie sur la Torah, mais pas nécessairement sur une dimension rabbinique de la Torah, bien plus grande. Il ne s'agit pas d'un pouvoir, il s'agit d'une source, une source de compréhension, d'interprétation. Moi, quand j'ai été étudiant à l'université hébraïque de Jérusalem, il y a de cela fort longtemps, dans les années 70, le choc que j'ai eu en m'y inscrivant, c'est de découvrir que le judaïsme, dans le sens le plus large de ce terme, et pas uniquement rabbinique, politique, etc., était, en fait, on lui tournait le dos, était livré à la décomposition. Et donc, il y avait là une étrangeté. Comment comprendre que nous avons quitté les nations du monde pour nous normaliser, pour se reconstituer en Israël, tout en rejetant l'héritage de ce que j'appelle l'Israël éternel. C'est un terme du prophète Samuel, Netzach Israël, qui désigne justement cette filiation, cette continuité avec la haute antiquité. C'est le même peuple qui revient sur sa terre, bien qu'il soit passé par toutes sortes de mutations. Mais c'est cet esprit-là qui doit être retrouvé. C'est d'abord un problème d'ordre culturel, ce que je définis de façon large, cette dimension de culture, plus que religieuse, plus que politique,
mais qui est au carrefour de toutes ces dimensions-là. Pour revenir aux situations d'aujourd'hui, est-ce que la riposte en cours vous paraît adaptée à la situation? Ben, elle est adaptée à la situation dans la mesure où, en fait, ce qui est en question, c'est c'est justement la reconstitution de cette image de soi humaine. Parce que l'atteinte la plus grave et qui explique le retentissement de cet événement, c'est justement ça. C'est que le traitement des corps, par exemple, des corps des victimes, les supplices qu'elles ont subis, les inhumanités qui ont été commises et qui font que on ne peut pas les contempler sans hurler, comme ça s'est passé lors de la séance de la Knesset avec la projection du film sur les atrocités commises. Donc, euh, on ne peut pas laisser passer une chose pareille parce qu'en fait, ça nous condamnerait à la revivre une autre fois. Et donc, il y a une dimension de ce type-là. L'autre dimension, donc en fait, les commentateurs des télévisions israéliennes commandent beaucoup cette situation. Quel est le but de la guerre? Avant qu'il y ait un but de la guerre, je crois qu'il y a cette réaction qui est une réaction inéluctable. Mais le but de la guerre, on verra ce qui se passe. Je ne pense pas qu'Israël souhaite réadministrer la bande de Gaza, mais pour l'instant c'est trop tôt de le penser. Mais c'est certain que ça change. Alors, nous ne savons pas encore s'il s'agit d'une guerre locale, d'une guerre régionale ou d'une guerre mondiale. Parce qu'en fait, il y a tous les éléments pour toutes ces dimensions. La guerre mondiale avec ses porte-avions américains, ce submersible atomique, la venue de tous les présidents européens au chevet d'Israël, l'impact qui se produit en France qui est considérable. On va en parler plus L'impact, spécifiquement, oui, oui, tout à l'heure. il est Mmh. considérable. C'est quand même très étonnant. Je suis étonné moi-même d'ouvrir la télévision française et de voir sans arrêt la question d'Israël, de la guerre, etc. C'est donc Ah, la résonance il y a une est question que je immense. vais vous poser, c'est-à-dire que vous parlez de ce retour en humanité nécessaire, on va dire, si je peux retraduire ce que vous avez dit, et au même moment quand même, indépendamment du soutien malgré tout de l'Occident, même s'il est parfois un petit peu mesuré, il y a l'idée que ce retour de l'humain est considéré comme parfois inhumain, c'est-à-dire qu'on accuse d'exagérer la riposte, de faire beaucoup de victimes collatérales, des civils, etc. Donc cette reconstitution dont vous parlez, elle est vue comme un élément amoral. C'est ça qui est tout de même assez paradoxal. Tout à fait. Mais il faut savoir, pour comprendre cela, qu'en fait, la reconnaissance d'Israël par les pays occidentaux a toujours été une reconnaissance victimaire. On est prêt à pleurer sur les juifs en pyjama, mais on ne supporte pas les juifs dans l'habit de Tsahal. Et donc, ça, c'est une réalité. J'ai beaucoup écrit là-dessus. Les frontières d'Auschwitz, l'idéal démocratique à l'épreuve de la Shoah. Là, il faut comprendre cette défaillance que l'Occident ne nous reconnaît que dans la peau de la victime. Et dès le moment où la victime réagit en droit de légitime défense, je dis bien réagit, à ce moment-là, ce contrat n'est plus possible. Et c'est là que la période dans laquelle nous sommes entrés très récemment est justement cette période-là. Alors, il y a des slogans. Les enfants de Gaza. Les enfants de Gaza, c'est un slogan. En fait, Israël martyriserait les enfants de Gaza. C'est une très vieille idée de l'antisémitisme. Les Juifs sacrifient un enfant. Et cette idée s'était développée dans le monde arabo-musulman au XIXe siècle, en venant d'Occident d'ailleurs. Il y a d'autres thèmes dans le monde arabo-musulman à ce niveau-là. Mais si vous voulez, il faut comprendre que l'Europe, qui se sent coupable de la Shoah, elle se sent coupable de la Shoah, ne peut nous reconnaître que comme
que dans cette dimension sacrificielle, victimaire, et elle se retourne contre les Juifs dès le moment où il y a un acte de légitime défense. Et ce problème, en fait, est très concret. On a inventé, et là, je crois, la France même de Sarkozy, me semble-t-il, a inventé au Conseil de sécurité la doctrine de la proportionnalité des réactions d'Israël. Euh, une doctrine qui n'est nulle part mise en œuvre par aucun État arabe, et par aucun État arabe évidemment, mais par aucun État occidental, y compris la France. Ce que la France a dû faire au Mali, etc., on n'en sait rien. Donc, si vous voulez, la proportionnalité, qui est un véritable scandale théorique, on accuse donc Israël de répondre de façon telle qu'il ne porte plus les pyjamas de la Shoah, si j'ose dire, et qu'il s'inscrit dans le monde de la violence dans lequel il a été attaqué. Et donc il y a là un autre problème justement pour comprendre le soutien dont bénéficie Israël dans les pays d'Occident. Et c'est là-dessus d'ailleurs, regardons les manifestations, etc., les enfants de Gaza, les femmes, etc. Mais oublie-t-on par exemple, il y a quand même des problèmes. Tout le monde sait que lorsqu'un crime a été commis, un attentat a été commis, qui est un acte religieux, commis au nom d'Allah sur un juif, et le sacrificiant, espérant être tué à cette occasion, sa mort étant pensée comme un accès au paradis. Donc, si vous voulez, ce sont des dimensions que l'Europe ne comprend pas, hein, ne peut pas comprendre à ce niveau-là. Alors justement, je voudrais revenir pour terminer, Shmuel Trigano, sur la situation en diaspora et en particulier en France. Je voudrais rappeler que dès le début de ce siècle, hein, vous avez beaucoup œuvré pour dénoncer les formes d'antisémitisme renaissantes. Vous avez créé en 2001 l'Observatoire du monde juif. En 2006, vous publiez un livre qui s'appelait L'avenir des Juifs de France, où vous vous interrogiez déjà sur cette condition en exil. Qu'est-ce que vous dites de cette brusque remontée donc de l'antisémitisme en France notamment et partout dans le monde et de cette fracture qui est en train de s'instaurer entre deux polarités? Est-ce qu'on retrouve là cette dimension peut-être aussi métaphysique, y compris dans l'Occident? Alors, la question, c'est quoi? Rappelez-moi, s'il vous plaît, votre La question, c'est question. de savoir finalement comment vous interprétez cette remontée de Alors, l'antisémitisme voilà. que vous avez beaucoup, sur lequel vous avez beaucoup travaillé actuellement en France notamment. Alors, comme vous le savez, j'ai écrit plusieurs livres sur ce sujet, c'est-à-dire que j'ai vraiment suivi le questionnement de la continuité juive en France dans tous ses âges. Ça commence dans les années 90 avec Lettre à un juif égaré, et ça se termine dans les années 2000 avec L'avenir des Juifs de France, paru chez Grasset. Et en fait, dans cette enquête, j'étais arrivé à la conclusion qu'il n'y avait plus aucune place pour les Juifs en France, tels qu'ils étaient devenus après la Deuxième Guerre mondiale, c'est-à-dire sous la forme de ce qu'on appelait une communauté entre guillemets, une communauté juive, une communauté dans la citoyenneté, en fait. C'est un avenir qui n'était plus possible, tout simplement du fait de l'arrivée de l'immigration musulmane. Parce qu'en fait, l'immigration musulmane n'est pas passée par les fourches codines, si j'ose dire, de l'intégration du judaïsme comme religion en France à l'époque de Napoléon. Le grand Sanhédrin napoléonien a réformé de fond en comble le judaïsme en lui déniant ses dimensions de politique, de collectivité, etc. Les Juifs ont signé, ils ont accepté, ils se sont réformés. Une telle chose ne s'est pas produite pour l'islam pour des raisons historiques, parce que les musulmans n'étaient pas là dans la France de cette époque. Or, cette venue remet en question le modèle républicain, le modèle de l'État français, et il semble qu'il n'y a aujourd'hui aucune force intellectuelle et politique française pour faire face. On cherche des passe-droits, des façons d'éviter la question, de mentir en partie, etc., pour éviter de se confronter à ce problème qui est celui de la réforme de l'islam pour l'intégrer dans la République et dans l'État.
Or, dans la mesure où c'est un problème courant qui n'est pas solutionné, il finit par se retourner contre les juifs, parce qu'en fait, ce qui a été en question, c'est le communautarisme juif dans les années 90, 2000. Très étonnamment, on a assisté au fait où on reprochait aux juifs leur communautarisme, alors que la chose ne s'était jamais produite au lendemain de la guerre. Et il y avait de quoi, car qu'est-ce qu'avait démontré la guerre? Comme l'avait dit Xavier Vallat, il y a un peuple étranger en France, c'est les juifs. Et donc la dimension collective ne pouvait plus être niée, déniée à ce niveau-là. Elle s'est reconstituée de façon intellectuelle, universaliste, etc. C'est une autre perspective. Mais nous sommes arrivés dans les années 2000 à la fin de cette période où les choses empiraient justement. La France n'a pas voulu reconnaître cette dimension en disant qu'il s'agit d'un conflit importé. Absolument pas. Mais Mohamed Merah est né en France. C'est un Français. Il a attaqué d'autres Français que sont les citoyens juifs. C'est-à-dire qu'il y avait là une sorte de guerre civile qui couvait. On n'a pas voulu le reconnaître. On a voulu pratiquer un pseudo-dialogue des religions, comme si ça apportait une Parce qu'on solution, n'a pas alors aussi que voulu ouvrir cette guerre civile, peut-être, de crainte que cette guerre civile ne se oui, développe. mais pour ne pas l'ouvrir, il fallait la désamorcer. Il fallait mettre des mots. Il ne s'agit pas de stigmatiser l'islam. Il s'agit qu'il rentre dans des cases de la société française pour pouvoir y exister. Ce que les Juifs ont fait à 1000% à ce niveau-là. Pourquoi l'islam serait-il libéré de cette obligation par l'État? Donc l'État doit choisir. Et donc ce non-choix est une catastrophe. Cette manifestation qu'on annonce pour dimanche est inquiétante. J'ai assisté à ça à Copernic, j'ai assisté à... Ça ne sert à rien. Ça ne sert strictement à rien. Shmuel Tant Trigano, que la il va, politique n'est pas là. il va falloir s'arrêter maintenant. Juste quand même un tout petit mot peut-être sur ce qui se passe aux États-Unis, donc situation différente de celle de la France, où on voit aussi des tas de phénomènes d'antisémitisme, notamment par exemple dans les universités, en tout cas d'hostilité à Israël. Un petit mot là-dessus peut-être aussi dans cette ambiance américaine. Oui, ben, je crois que le judaïsme américain a entamé sa chute pour plusieurs raisons. Je crois surtout que les juifs américains, notamment ceux qui se reconnaissent dans le Parti démocrate, ont oublié qu'ils étaient juifs. Et ils ont donné totalement dans les nouvelles idéologies, enfin, dans le temps on disait tiers-mondiste, aujourd'hui c'est wokiste, décolonialisme, etc., etc. Et surtout, ce qui me gêne beaucoup, c'est que leur attitude où ils se posent en moraliste, un jugement de la condition juive en Israël en moraliste à l'étranger, loin du théâtre d'opération, c'est très facile. Et ce moralisme ne prend pas en considération tous les éléments qui sont en jeu. À vrai dire, je crois aussi que le judaïsme américain est très gêné par l'existence d'Israël. Ça gêne beaucoup son assimilation et sa progression sociale qu'il y ait un État juif, c'est-à-dire une dimension nationale, politique, etc., et pas simplement une bonne volonté morale concernant la Shoah, la démocratie, etc. Donc, la logique de l'État est une logique qui les dérange beaucoup dans leur projet d'intégration, et ça se voit justement dans les campus américains, dans la jeune génération qui n'a pas reçu justement cet héritage. Par exemple, le fait de vouloir le bien du monde. Il y a toute une réflexion sur cette morale à ce niveau-là qui met de côté la dimension singulière de la condition juive. Alors, pour justement, Shmuel Trigano, on va terminer là. J'ai l'impression que ce que vous nous dites, c'est qu'en dépit du 7 octobre où l'attaque s'est produite en Israël, qui a pu laisser douter du fait que cet État soit véritablement un État sûr ou un État refuge, en dépit de cela, il n'y a pas d'avenir pour les Juifs en dehors de cette terre d'Israël. Ça peut être une conclusion. Alors, la normalité, j'ai parlé de la normalisation.
d'accord, ce qui est important, ce qui est une doctrine spécifique du sionisme politique et qui est aujourd'hui nécessairement en but à la réalité et en crise. Je crois, personnellement, je pense que, mais ça n'a rien à voir avec la crise présente, une reconnaissance d'un peuple juif, le seul avenir qu'il a est dans l'État d'Israël. Parce que la dimension collective peut connaître différents profils. Le profil national qu'elle a découvert est peut-être en question aujourd'hui dans la haine du sionisme et dans la haine d'Israël, mais c'est le profil le plus sûr et le plus certain de la continuité juive. Je vous signale d'ailleurs un fait démographique. Aujourd'hui, la majeure partie des enfants juifs du monde naissent en Israël. C'est-à-dire que nous allons assister dans les 30-40 ans à l'extinction des foyers juifs en diaspora et à retrouver une situation biblique d'un peuple juif global se trouvant en Israël. C'est un bouleversement considérable dont le sionisme politique n'a pas tiré toutes les conclusions. Et c'est peut-être ça qui est à l'œuvre en ce moment. Merci beaucoup, Shmuel Tregano, de nous avoir accordé cette interview avec tous ces aspects qui nous ont permis de voir plus loin, plus haut aussi grâce à vous. Merci à tous pour votre attention. Alors évidemment, vous pouvez faire circuler cette vidéo en la partageant si elle vous a plu, laissez aussi un commentaire ou bien encore vous abonner à la chaîne Mosaïque qui tente de donner tout son sens à l'information. Merci beaucoup.